Il y a des choses qu'on voit à la télévision et qu'on croit être des exagérations de scénario. Jusqu'au jour où un enfant des rues entend la terre pleurer. C'était une nuit étouffante dans les faubourgs de la ville, de celle où la chaleur se bat avec le sommeil. L'asphalte fumait encore, et le ciel était si immobile que même les nuages ne bougeaient pas. Au milieu de tout ça, il y avait lui, Deguignot, 11 ans à peine vécu, un t-shirt déchiré, les pieds plus calleux qu'une vieille âme, et un regard qui cachait plus de passé que d'avenir. Deguignot dormait sous un auvent, utilisant un vieux sac à dos comme oreiller, jusqu'à ce qu'il se réveille à cause d'un bruit. Mais ce n'était pas un cri, ni un klaxon, ni une sirène. C'était un murmure étouffé, comme si la terre avait quelque chose coincé dans la gorge. Il se leva lentement, regardant autour, pensant que c'était dans sa tête. Mais de nouveau, ce son, un gémissement sourd venant du terrain vague de l'autre côté de la rue. « Y a quelqu'un » demanda-t-il, plus par peur que par curiosité. Silence. Mais un silence qui pesait, un silence qui semblait implorer de l'aide. Deguignot traversa la rue, ses pieds nus crissant sur le sable. Il s'approcha du terrain et, soudain, vit un petit morceau de terre bouger, comme si c'était vivant. Il recula d'un pas, effrayé. Mais alors, il l'entendit de nouveau, un son faible, presque sans force. « À l'aide !» Deguignot ouvrit grand les yeux. C'était réel, quelqu'un était enterré là. Sans réfléchir, l'enfant tomba à genoux et commença à creuser avec ses propres mains. La terre était lourde, chaude, mêlée de gravats et de mauvaises herbes. Mais il ne s'arrêta pas. Il creusait, 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 jusqu'à ce qu'il sente quelque chose. Un morceau de tissu, puis le bout d'une main. « Mon Dieu !» murmura-t-il, haletant. C'était un homme, enterré vivant. Et le plus terrifiant, c'est qu'il respirait encore. Deguignot cria à l'aide, mais dans cette rue déserte, seul le vent lui répondit. Alors il continua de creuser, en sueur, tremblant, jusqu'à dégager le corps avec difficulté. L'homme recracha de la terre, les yeux écarquillés par la terreur. Et c'est alors qu'il regarda l'enfant et lui dit d'une voix rauque et faible. « Tu m'as sauvé la vie. Je suis millionnaire. » Deguignot déglutit. Mais rien, absolument rien ne l'aurait préparé à ce que cet homme allait encore révéler. L'homme était là, langé sur le sol, comme s'il sortait de sa propre tombe. Le visage pâle, couvert de terre et de sueur froide. Les mains tremblaient, les yeux grands ouverts, comme s'ils étaient encore figés au moment où ils avaient vu l'appel descendre pour la dernière fois. Mais ce qui attirait le plus l'attention, c'était ses vêtements. Bien que sales de boue et de sang séqué, on voyait bien que ce n'était pas un homme ordinaire. Costume cher, montre brillante au poignet, même couverte de boue. Et les chaussures, ou ce qu'il en restait, portaient encore cette brillance de ceux qui n'avaient jamais foulé un sol comme celui de Deguignot. « Ça va ?» demanda l'enfant, presque à bout de souffle. L'homme essayait de parler, mais ne fit que tousser. Il crachait de la terre, il toussait des sous-vires, il toussait la peur. Jusqu'à ce qu'il, avec effort, murmure « On m'a enterré vivant. Quelqu'un a voulu m'effacer. » Deguignot recula d'un pas, le ventre noué. Ce n'était pas un film, c'était réel. Et cela lui arrivait à lui. « Qui t'a fait ça ?» insista-t-il. L'homme ferma les yeux, comme quelqu'un qui tentait de se rappeler d'un cauchemar devenu réalité. « Je m'appelle César, César Lemos. Je suis le propriétaire de tout ça ici. Personne ne devait savoir que j'ai survécu. » Deguignot recula d'un pas. Propriétaire de tout, ce quartier abandonné, cette rue sans lampadaire, ce terrain vague où il se cachait quand il pleuvait, c'était trop pour son esprit. Mais alors César lui attrapa le bras avec force, une force désespérée, et parla avec les yeux écarquillés. « Tu m'as sauvé, gamin. Maintenant, ma vie est entre tes mains, et il y a des gens qui voudront nous faire taire tous les deux. » Deguignot sentit un frissonnerie nu. La sueur coulait dans son cou. Ce n'était pas juste la peur, c'était la sensation que quelque chose de bien plus grand, bien plus dangereux, venait juste de commencer. « Tu as un téléphone ?» demanda César, haletant. L'enfant éclata d'un rire sans joie. « Si j'avais un téléphone, je dormirais dans un lit, pas sur des cartons. » César tenta de se lever, mais ses lèvres flanchirent. Il tomba à genoux, comme s'il avait oublié comment on tient debout dans le monde des vivants. « Mène-moi quelque part, n'importe où, avant qu'il ne revienne. »« Qui ?»
demanda l'enfant, la voix tremblante. César regarda autour de lui comme si l'obscurité avait des yeux. « Mon fils, mon associé, quelqu'un m'a enterré pensant que je ne ressortirai jamais. » dit Guignot, sentit le sang glacé. Et, sans vraiment savoir pourquoi, il prit une décision qui allait tout changer. Il tendit la main à l'homme et dit « Allez, docteur, avant que la terre ne veuille te reprendre. » Mais ce que dit Guignot ne savait pas, c'est qu'en sortant César de la tombe, il venait d'enterrer sa propre paix. Guignot emmena César au seul endroit qu'il connaissait, un refuge improvisé sous un pont. Là-dessous, l'odeur était un mélange de moisissure, d'urine ancienne et d'espoir épuisé. Il partageait cet espace avec d'autres invisibles, des gens que le monde avait déjà oubliés. Mais cette nuit-là, ce refuge devint un sanctuaire. César, tremblant, s'allongea sur un morceau de matelas déchiré. Ses mains encore pleines de terre semblaient s'agripper à la vie, de peur de la perdre à nouveau. « J'ai besoin d'un médecin !» murmura-t-il. Guignot regarda autour. Aucun médecin ici. Il fallait improviser. Il prit une vieille bouteille d'eau qu'il gardait, nettoya le visage de l'homme avec un bout de tisserte et tenta de le calmer comme il avait vu des mères le faire avec leurs enfants dans les bus. « Tu es en sécurité maintenant. Reste ici, tranquille, je vais voir ce que je peux faire. » Mais au fond de lui, la panique montait. Et si quelqu'un venait chercher cet homme? Et s'il le voyait avec César? Et s'il pensait que c'était lui qui avait fait tout ça? Il sortit en courant dans la rue, fouillant parmi les canettes et les papiers, cherchant à manger, de l'aide, un miracle. Pendant ce temps, César transpirait à grosses gouttes. Chaque bruit extérieur résonnait dans sa poitrine. Il revivait tout. Le coup à la tête, le sac noir, l'odeur de terre humide, la voix froide disant « Adieu, papa ». Ce mot « papa » se répétait comme un couteau dans sa mémoire. Il savait qui avait fait ça, mais il ne savait pas pourquoi. Des heures plus tard, Guignot revint avec un bandage improvisé, du pain rassis et une couverture trouée. « J'ai trouvé ça, et aussi ça », dit-il, montrant un prospectus mouillé d'une clinique populaire. César regarda l'enfant avec les yeux pleins de larmes. « Pourquoi tu m'aides » dit Guignot hochait l'épaule. « Parce que personne ne m'a jamais aidé, et je sais ce que ça fait. » Ils se regardèrent. Un enfant sans maison, un millionnaire sans terre. Et là, dans le silence de la nuit, César raconta la première partie du secret. « Il voulait mon argent, mais il y a plus. Il y a des choses que si je raconte, ils peuvent nous tuer. » Guignot ne répondit pas. Mais il comprit à cet instant qu'il était plongé dans une histoire que personne ne croirait, et qu'il allait voir des choses que même l'enfer ne pourrait expliquer. Le jour se leva, comme si le monde ignorait ce qui s'était passé. Le soleil frappait fort le béton fissuré, et les voitures passaient au-dessus du pont, comme si, en dessous, il n'y avait ni vie, ni quasi-mort. César se réveilla en sursaut, le cœur battant à tout rompre. Pendant un instant, il crut être encore enterré. Mais non. L'odeur de crasse, les rats qui couraient à ses côtés, le visage sale de l'enfant, tout cela était réel et cruellement vivant. « Ils vont chercher mon corps » murmura-t-il. « Quel corps » demanda Guignot en mâchant un corduc de pain. « Le mien. Ils croient que je suis mort. Quand ils découvriront que non, ils voudront finir le travail. » Guignot sentit son estomac se tordre. C'était comme s'il avait sorti quelqu'un de l'enfer pour le ramener chez lui. Mais maintenant, il était trop tard. « C'est qui, il » demanda Guignot en insistant. César inspira profondément. Il regarda autour de lui, et alors, d'une voix basse, il raconta. « Mon fils, Enrique, et mon associé, Ottavio. Ils ont tout planifié. Mais ce n'était pas seulement pour de l'argent. J'ai découvert quelque chose. Il y avait une liste de noms. Des gens importants. Des gens pourris. » Guignot fronça les sourcils. « Une liste de quoi ?»« Corruption »
blanchiment, meurtre. Un système énorme, bien plus grand que mon entreprise. L'enfant ne comprit pas tout, mais il sentit le poids. Ses mots avaient un goût de plomb. Ils ont peur que tu parles. Pas juste peur, la terreur. Parce que si cette liste tombe dans les bonnes mains, elle fait tomber beaucoup de monde. Députés, juges, entrepreneurs. Djiguignot déglutit. Et tu as cette liste. César rechalante dans sa tête. Elle est sur une clé USB, cachée, dans un coffre-fort. Et maintenant, je suis le seul à connaître le code. L'enfant ouvrit de grands yeux. Ça ressemblait à une scène de film, mais c'était réel, trop réel. C'est pour ça qu'ils t'ont enterré vivant. Exact. Ils voulaient le code, mais je ne l'ai pas dit. J'ai préféré mourir. Et je suis mort pendant quelques heures. Djiguignot resta silencieux. Le vent soufflait, soulevant poussière et souvenirs. Là, sous le pont, il comprenait qu'il était assis à côté d'un homme qui en savait trop, et que, pour cela, il était trop dangereux. « Tu vas m'aider » demanda César. Djiguignot regarda l'homme, puis le ciel fissuré, puis sa propre vie, qui n'avait jamais rien fallu, et il dit « Je le ferai. Mais si quelqu'un demande, je ne t'ai jamais connu. » Et à ce moment-là, César sourit pour la première fois. Mais ce qu'aucun des deux ne savait, c'est que quelqu'un suivait déjà leurs pas. Pendant que les deux se cachaient sous le pont, à l'autre bout de la ville, quelqu'un observait un écran de sécurité. Les caméras que César avait fait installer en secret avaient été consultées par un visage froid et sans expression. Ottavio, l'associé. Il avait tout vu. L'enfant en train de creuser, le corps extrait, la fuite, la promesse de vengeance enterrée vivante mais déterrée par hasard. Ottavio referma l'ordinateur portable violemment. Il prit son téléphone et passa un seul appel. « Il est vivant !» De l'autre côté, la voix était basse, mais tranchante comme une lame. « Alors, tue-le bien cette fois !» Pendant ce temps, sous le pont, Djiguignot essayait de comprendre ce qui allait suivre. Il ne pouvait pas rester là. L'endroit était trop exposé et César pouvait à peine tenir debout. La peur dominait les deux, mais c'était une peur sans nom, sans visage, et donc encore plus dangereuse. « Où est ce coffre-fort » demanda l'enfant. « Vieille ville, immeuble commercial abandonné, ancien siège de mon entreprise. Plus personne n'y entre depuis des années, mais j'ai la clé. » « Et pourquoi cacher ça là-bas » César soupira. La réponse arriva lentement, chargée de culpabilité. « Parce que c'était le seul endroit qui me semblait sûr. Idiot lui était, à faire confiance à des serpents déguisés en fils. » Le silence tomba comme un marteau. Djiguignot pensa à son propre père, ou plutôt à son absence. Il n'en connaissait même pas le nom, juste son mépris. « Alors on y va ?»« Tu es sûr ?» demanda César. « Ils vont tenter de nous retrouver. » L'enfant rit, sans joie. « Ici même sa propre âme, on ne la retrouve pas. Je sais par où passer. » Ils prirent un vieux sac et mirent le peu qu'ils avaient, une couverture déchirée, 2 bouteilles d'eau et la peur enveloppée de courage. Et ils commencèrent à marcher. Djiguignot en guide, César boitant, en sueur, portant non seulement son corps meurtri, mais aussi le poids de tout ce qu'il savait. Le centre-ville était loin, presque 2 heures de marche. Et en chemin, des pas résonnaient derrière eux. Des yeux apparaissaient et disparaissaient dans les ruelles, des ombres qui semblaient savoir, sentir. Et soudain, la première balle fendit l'air. « Pas !» Djiguignot se jeta au sol. César tomba sur lui, le protégeant. « Cours !» cria l'enfant. Mais il était trop tard. Quelqu'un savait déjà que le mort marchait à nouveau. La balle avait passé si près que le sifflement résonnait encore dans l'oreille de Djiguignot lorsqu'ils roulèrent dans une ruelle. Son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir fuir de sa poitrine. César gémissait, haletant, le visage redevenu pâle. « T'as touché » demanda l'enfant, à genoux à côté de lui. « Non, mais de peu, très peu. » La ruelle était étroite, nauséabonde et pleine d'ordures, mais par miracle, elle n'avait pas d'issue facile. C'était une bonne chose pour l'instant. Les pas lourds s'approchaient dans la rue, mais ne pénétrèrent pas la ruelle. Ils passèrent. Celui qui avait tiré croyait avoir touché sa cible. Mais cela rendait les choses claires. Ils étaient traqués.
Tremblant, Deguigno tira César avec force, le guidant vers le fond de la ruelle jusqu'à une grille desserrée. Ils passèrent dessous en rampant, jusqu'à sortir dans un parking abandonné. « On va le voir contourner par le vieux tunnel », dit l'enfant. « Tu connais tout ça comme ta poche ? Encore mieux que ma propre histoire. » Ils arrivèrent au tunnel, un endroit oublié même des cartes. Un conduit d'égout de la ville. Ça sentait la merde et le temps, mais ça faisait l'affaire. Pendant le trajet, César commença à raconter plus. « Ottavio a toujours été ambitieux, mais je n'aurais jamais cru qu'il puisse... éterrer quelqu'un vivant ?»« Oui, » dit César, la voix brisée. « Et Enrico, mon propre fils. L'argent change la tête des gens, mais au fond, ça ne fait que révéler ce qu'ils étaient déjà. » La phrase resta suspendue dans l'air, plus lourde encore que l'odeur du tunnel. Quand ils sortirent de l'autre côté, ils étaient déjà proches du vieux centre-ville. Les meubles, une tour de béton abandonnée, surgissaient parmi d'autres ruines d'une ville pourrie de l'intérieur. « C'est là !» indiqua César. « Vite, avant que d'autres n'arrivent !» Ils montèrent par l'escalier de secours, l'excavateur étant hors de service depuis des années. Chaque marche était un défi pour le même blessé, et lorsqu'ils arrivèrent enfin au 8e étage, César s'arrêta devant une porte grise. « C'est ici. Le coffre est à l'intérieur. » Deguigno tendit sa main pour ouvrir, mais un déclic sec gela l'air. Quelqu'un était déjà là-dedans, et cette fois ce n'était pas une ombre, c'était un homme, en costume, armé, souriant. Le mort-vivant est arrivé. La voix qui résonna à ce 8e étage abandonné n'était pas celle d'un étranger. Elle était familière, intime, douloureuse. « Enrique !» murmura César, l'âme tombant de ses yeux. L'homme en costume, revolver à la main et sourire glacial aux lèvres, acquiesça simplement. Les cheveux impeccables, la posture droite, les chaussures brillantes malgré la poussière du sol. Tout en lui transpirait le pouvoir, sauf ses yeux qui hurlaient le vide. « Papa, tu aurais dû rester enterré. Ça aurait été plus digne. » Deguigno se plaça entre les deux, les poings fermés, la poitrine agitée. « Il ne va pas mourir une deuxième fois ?» Enrique laissa échapper un rire moqueur. « Et toi, t'es qui? Le nouveau chien de garde? Mignon. Un mendiant qui sauve un autre mendiant. » César respira profondément, tentant de se tenir debout sans soutien. « Tu as essayé de me tuer, Enrique. Ton profond fils. Parce que tu n'étais plus mon père. Tu étais un obstacle. Tu avais tout pour prendre ta retraite tranquillement, mais tu as voulu jouer au héros, cette liste, cette foutue clé USB. » « C'était la vérité !» cria César, les larmes aux yeux. « Mensonge !» explosa Enrique en avançant. « T'as toujours voulu tout contrôler, même ma vie, mes décisions, mes erreurs. T'es un tyran, déguisé en héros !» Le revolver tremblait dans la main du fils. Deguigno sentit l'air glacé. César, d'une voix brisée, murmura « Si je dois mourir encore, que ce soit en te regardant dans les yeux. Mais sache que tu es déjà mort à l'intérieur. » Enrique déglutit, sa main vacilla, et ce fut dans cette fraction de seconde que Deguigno lança une vieille canette au sol, provoquant un fracas. Enrique tourna la tête, et César se jeta sur lui. Les deux roulèrent au sol, luttant. Le revolver tomba et glissa jusqu'à se retrouver près de Deguigno. L'enfant hésita, ses petites mains saisirent le métal froid. Il était lourd et terrifiant. « Donne-moi ça, gamin !» hurlait Enrique, en se relevant, le visage en sang. Mais Deguigno ne me donna pas. Il visa. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un écoutait sa voix avec peur. « Tu fais un pas plus et je tire !» Silence. Enrique s'arrêta. Et il regarda l'enfant comme on regarde un reflet sale de sa propre enfance. « Tu as les mêmes yeux que moi quand j'ai été jeté dans ce monde. » Et alors, il sourit, lentement, cyniquement. « Peut-être que c'est pour ça que je te hais autant. » Mais avant qu'il ne puisse bouger, un autre clic retentit. C'était César, avec l'arme en main cette fois, pointé droit vers son propre fils. César tenait l'arme d'une main ferme. Mais son âme, elle tremblait comme une feuille sèche emportée par le vent. « Je t'ai aimé, Enrique, même quand tu me haïssais, même quand tu m'as trahi.
Enrique ne recula pas, il resta debout, regardant son père comme s'il affrontait le miroir de son propre échec. « Tu n'as jamais aimé personne, papa. Tu n'as aimé que le pouvoir. » César soupira, les yeux humides. « Le pouvoir m'a corrompu, mais l'amour a été enterré avec moi. » Diguinho à l'arrière observait, et il comprenait. Ce moment était plus qu'une affrontation. C'était la fin d'un cycle sale, pourri, qui devait mourir pour que quelqu'un renaisse. « Je devrais te tuer, dit César, mais je ne le ferai pas. »« Non, non, parce que te tuer, ce serait répéter l'erreur. Je vais faire autre chose. Je vais t'exposer, avec tout ce que j'ai. La liste, elle est ici. » César sortit de sa poche intérieure une petite clé USB couverte de sang séché et de terre. Enrique ouvrit grand les yeux. « Tu avais ça sur toi tout ce temps ?» ?»« Oui, même enterré, je savais qu'un jour je devrais montrer au monde en quoi tu étais devenu. » Enrique tentait l'avancée, mais cette fois des guignols faux plus rapides. D'un coup des pieds précis, il le renversant à nouveau. Maintenant, c'est la vérité qui commande ici. César regarda l'enfant pour la première fois avec la gratitude pure, comme s'il voyait en lui le fils qu'il n'avait pas eu le courage d'être. Et à cet instant, la police entra. Diguinho avait envoyé un mot, avec l'aide d'un concierge du rez-de-chaussée des heures auparavant, un appel silencieux au secours. Enrique fut menotté, regard vide, sans réaction. Et c'est ça, on se fondra au sol, pleura enfin. La liste sur la clé USB était une bombe. Des noms de politiciens, de juges, de chefs d'entreprise, même des membres de la police. Le scandale fit la une des médias. Titres, interviews, manifestations. La ville, pour la première fois depuis longtemps, s'arrêta pour écouter la vérité. César conclut un accord avec le ministère public. Il remit tout et promit de témoigner. Enrique fut inculpé pour tentative d'homicide, complot, blanchiment d'argent et association criminelle. Mais même derrière les barreaux, il gardait ce sourire de celui qui croit qu'un bon avocat réglera tout. Mais pas cette fois. Parce que la société voulait enfin du sang. Et cette fois, elle voulait justice. César fut transféré dans un hôpital pénitentiaire, le temps de récupérer. Ses poumons portaient encore la terre de cette tombe improvisée. Mais son cœur commençait à battre différemment. Et Diguinho ? Ah, l'enfant resta avec lui. Il fut reconnu comme celui qui avait permis la survie d'un millionnaire. Il reçut de l'attention, des propositions d'abri, mais il refusa beaucoup de choses. « Je veux juste étudier et avoir un endroit où dormir. » César l'entendit et promit plus. César emmenait Diguinho dans son ancienne demeure. Mais en arrivant, en voyant les murs froids, le marbre propre et vide, il sentit du dégoût. Cette maison n'était pas un foyer, c'était un mausolée de luxe inutile. « On va recommencer ailleurs, » dit-il à l'enfant. Et ils l'ont fait. Ils allèrent vivre dans une vieille maison dans le quartier nord, petite mais avec l'odeur des repas chauds et une âme vivante. Là, Diguinho eut une chambre rien qu'à lui, une armoire, une paire de baskets neuves, mais surtout un nom sur une fiche scolaire. « Pas Diguinho, hein? Quel est ton vrai prénom, gamin ?» L'enfant hésita. « Daniel. Alors que le monde connaisse Daniel, l'enfant qui m'a déterré de la mort. » César se mit à écrire un livre, un témoignage, intitulé « Enterré vivant ». Il raconta tout, la corruption, le crime, la trahison, mais surtout la rédemption. Et il dédia le livre à Daniel. L'histoire devint virale. Les maisons d'édition se disputaient les droits. César donna la moitié des gains à des refuges pour enfants des rues. L'autre moitié servit à ouvrir la première école nocturne du centre-ville, exclusivement pour des jeunes comme Daniel. Le nom de l'école ? Institut Diguinho de l'Espoir. Et là, à l'inauguration, dans un costume bon marché, Daniel prononça un discours. « J'ai trouvé quelqu'un d'enterré, c'est parce que je savais déjà ce que c'est que de se sentir mort à l'intérieur. Mais maintenant, je veux juste vivre. » Eric écopa de 18 ans, et il ne fit pas appel. Au procès, il resta silencieux. Mais dans une lettre envoyée à César, il écrivit une seule phrase. « Pardonne celui qui t'a enterré,
car ce que j'ai enterré pour de bon, c'était l'enfant que j'étais. » César lut et pleura, mais ne répondit pas, car maintenant, il avait un autre fils. Daniel grandissait, rapidement, cœur fort, esprit vif. Il se démarquait à l'école, et plus encore, il inspirait les autres. César l'adopta officiellement. Il signa les papiers d'une main tremblante. « Maintenant, tu es Daniel Lemos. »« Mais je peux rester des Guignot aussi ?» demanda-t-il. « Bien sûr, parce que maintenant, tu es qui tu veux. » Des années plus tard, Daniel devint avocat, spécialisé en justice sociale. Il visitait les ruelles où il avait grandi. Il apportait des couvertures, de la nourriture, mais surtout de l'espoir. « Si moi j'ai pu m'en sortir, toi aussi tu peux, » disait-il aux enfants sales qui voyaient en lui un miracle en costume. Et César, déjà vieux, il marchait avec une canne, mais il tenait à assister aux conférences de son fils. Il s'asseyait au premier rang et pleurait, toujours. « Cet enfant m'a sauvé du monde et de moi-même. » La presse l'appelait héros, mais Daniel rejetait des compliments. « Le vrai héros, c'est celui qui choisit de n'enterrer personne même quand il est en colère. » À l'inauguration de l'aile nouvelle de l'Institut, en hommage à César, une phrase fut gravée sur le mur. « Parfois, il faut mourir pour enfin naître. » César, ému, lut la phrase. Il serra la main de son fils et murmura « Je suis seulement né de nouveau parce que tu as creusé avec tes mains et avec ton cœur. » Aujourd'hui, peu de gens savent que Daniel a été un enfant des rues, et encore moins savent qu'un jour, il a creusé à main nue pour sauver un homme millionnaire de la terre. Mais si vous lui demandez, vous entendrez « Ce n'est pas moi qui l'ai sauvé, on s'est sauvés ensemble. » Et si vous demandez à César, déjà barbu, sourire doux et regard paisible, il dira « Il y a des vies qu'on enterre par erreur, mais d'autres qu'on déterre par miracle. Et c'est pour cela que je te le dis, mon enfant. Il y a des histoires qui commencent par la mort, mais qui finissent par une renaissance. Alors dis-moi, me croirais-tu si je te disais que tout cela est vrai? Eh bien, ça l'est. Et si tu fais partie de ceux qui aiment une belle histoire, laisse ton j'aime et abonne-toi, sinon tu vas rater le prochain récit. À la prochaine, de ton grand-père riche.